8h15, Nikos Aliagas. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, est votre invité. David Decamp. Bonjour Gérald Darmanin. Monsieur. Bonjour. Le président de la République hier s'est dit favorable à faire de la baisse de la fiscalité une priorité de l'après grand débat. Alors pouvez-vous, par exemple, ce matin prendre un engagement, celui que plus aucun impôt, plus aucune taxe n'augmente d'ici la fin de ce quinquennat? Ce qui est certain, c'est que nous l'avons déjà fait. Nous sommes le gouvernement qui a le plus baissé les impôts depuis ces 40 dernières années. Nous avons baissé l'impôt sur les sociétés, la taxe d'habitation, nous avons supprimé des impôts, le prélèvement forfaitaire unique, évidemment l'ISF qui fait parler de lui. Et nous sommes dans une baisse de fiscalité qui est supérieure aux promesses du président de la République. Alors ce qui est certain... Mais Gérald Darmanin, ce n'était pas ma question. Non, mais est-ce que pour l'avenir, on peut... Je vais y répondre. Allez-y. Ce qui est certain, c'est que si nous souhaitons encore plus baisser les impôts, et moi je partage évidemment l'opinion du président de la République et finalement celle des Français, parce que nous sommes le pays où il y a le plus d'impôts en Europe, mais il faut baisser les dépenses aussi. Et dans ce grand débat, moi j'entends beaucoup de propositions autour de la fiscalité, en hausse ou en baisse, ou en changement, et assez peu dans les dépenses. Nous sommes un système, et chacun peut le comprendre derrière... son transistor aujourd'hui, si on a trop de dépenses, il faut des recettes. Et donc maintenant, il va falloir qu'on rentre dans un débat où il faut savoir quelles dépenses on baisse pour pouvoir baisser les impôts. On va prendre le temps d'en parler. Allez-y. Je prends l'engagement, en tout cas, si nous arrivons à baisser les dépenses, nous arrivons pour l'instant à les contenir, et nous arriverons à baisser les impôts. Et effectivement, nous baisserons tous les impôts que souhaite le président de la République et la majorité parlementaire. Mais est-ce que des taxes, des prélèvements, des impôts vont être amenés à encore augmenter? Le ras-le-bol fiscal, c'est ça aussi. C'est la notion que tout cela n'augmente plus. Oui, non, je ne le crois pas. Il n'y a pas de projet d'augmentation des taxes ou des impôts. Vous savez qu'il y a le débat autour de la taxe carbone, qui est une augmentation d'impôts, qui a été abandonnée, si j'ose dire, dans l'année 2019 par le président de la République. Ça pose la question de l'écologie. Sans doute était-ce pas un bon moyen de faire la transition écologique que cette taxe carbone. Je crois que le président de la République l'a compris et l'a retiré. Et le président de la République a aussi envoyé un message à ses ministres, vous compris. Depuis quelques semaines, le message était troublé. Vous parliez de raboter les niches fiscales pour les plus riches. Jacqueline Gourault voulait élargir l'impôt sur le revenu à l'ensemble des foyers fiscaux. C'est fini, le concours l'épine fiscale? Non, mais c'est des sujets très différents. En ce qui me concerne, moi j'ai évoqué que sur 14 milliards de réduction et crédits d'impôt, 7 milliards sont au profit, si j'ose dire, des plus riches d'entre nous. Les 10%. Et voilà. Et moi, je proposais non pas de supprimer des niches parce qu'effectivement, ce serait une augmentation pure d'impôts, mais d'utiliser l'argent pour baisser l'impôt des classes moyennes. Notamment l'impôt des 20 millions de Français qui sont de la classe moyenne et qui, je crois, sont assez étouffés par l'impôt et profitent peu de ces niches fiscales par ailleurs. Donc, mon proposition est une proposition de baisse d'impôts. Il va bien falloir... Et vous la maintenez aujourd'hui? L'arbitrage, elle n'est pas fait partie du débat. Il n'y a aucun débat. Il y a beaucoup de parlementaires. La Cour des comptes elle-même, encore dans son rapport, a évoqué tout dernièrement, faut-il que le gouvernement prenne en compte ce que dit la Cour des comptes, c'est ce que demande la Vox Populi. On peut tout ça, en tout cas, l'étudier, le regarder. Vraiment, c'est un sujet important. On peut parler, je sais que ça passionne tout le monde, les impôts, en hausse ou en baisse. La justice fiscale, l'égalité fiscale, un bon impôt, c'est un impôt qu'on ne paye pas et que paye l'autre, grosso modo, pour les Français, si je suis un peu provoquant. Mais la question des dépenses est plus importante. Nous avons le pays qui avons à la fois le plus d'impôts et le plus de dépenses. Et venons-en aux dépenses publiques. Il y a un engagement qui a marqué tout le monde lorsqu'on a suivi la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires. Il avait dit 120 000. En réalité, pour l'État, pour la fonction publique d'État, c'est 50 000. Les collectivités territoriales devant faire l'effort, selon la volonté du président, de 70 000. En 2018, c'est 1600 fonctionnaires de moins. En 2019, 4200. Cette promesse peut-elle en réalité être tenue? Alors, c'est pas des fonctionnaires de moins. On ne supprime pas des fonctionnaires. On ne remplace pas des postes, notamment de gens qui partent à la retraite. C'est quand même important. On ne vire pas en France, évidemment, des agents publics. Ce sont des non-remplacements. Lorsque Nicolas Sarkozy avait fait le 1 sur 2, c'était 30 000 de moins chaque année. Là, 1600 nous avons choisi en 2018, 4002 en 2019. Nous avons choisi de faire quelque chose de différent, qui consiste notamment à dire que nous allons avoir moins d'agents publics qu'après avoir fait des réformes. C'est la conséquence. Effectivement, on ne fait pas le 1 sur 2 ou le 2 sur 3, qui peut être efficace, qui a pu être efficace et qui à la fin est un peu comptable et qui désespère Billancourt, et notamment des agents publics qui font un travail important au service des territoires ou de la République. Mais nous, on souhaite faire des réformes et ensuite avoir le nombre d'agents qui correspond à ces réformes. Je prends un exemple. Lorsqu'on supprime la taxe d'habitation, par exemple de mon ministère, lorsqu'on supprime la taxe d'habitation, il y a aujourd'hui à peu près 3000 postes à la Direction générale des finances publiques qui travaillent autour de cette taxe d'habitation. Alors, soit vous considérez que vous devez les utiliser pour faire autre chose. Il y a des gens qui nous demandent de renforcer les territoires, de faire plus de conseils aux citoyens. Et puis nous considérons que si on supprime un impôt, on peut légitimement se dire que
lorsqu'on l'aura supprimé en 2021 complètement, eh ben, on n'aura pas besoin de 3000 postes d'agents publics pour s'occuper d'un impôt qu'on a supprimé. Au passage, vous nous confirmez que ce sera complètement 100% des Français. Exactement. Bon. Mais attendez, ce qui est important, c'est la conséquence. Ouais. Non, mais ce qui est important, c'est la conséquence des réformes. Mais Gérald Darmanin, c'est pas les mêmes missions, les mêmes agents. Ce ne sont pas les mêmes valeurs, les mêmes volumes. Vous me dites 3000 personnes qui travaillent sur la taxe d'habitation. Pour atteindre 50 000, on en est à un peu plus de 6 000. Cette promesse semble intenable. C'est ça la réalité. Non, mais cette promesse sera tenue et elle n'est pas tenue. Et cette promesse, elle n'est pas tenue parce qu'il faut être un petit comptable et noter sur un tableau Excel à l'ETP près ce que nous faisons. Dans ce cas-là, il faut pas le faire pendant la campagne. Non, mais ça sera peut-être un peu plus, ça sera peut-être un peu moins, nous en discuterons. Bon. Et notamment avec les agents publics, parce qu'il ne faut pas faire comme s'il n'y avait pas eu de grand débat en ce moment. Bon. En revanche, ce qui est important, le signe que l'on donne, c'est qu'il faut que l'État se transforme. C'est difficile de se transformer. Il faut que l'État dépense moins, parce que s'il dépense moins, il y aura moins d'impôts. Ceux qui vous racontent des garnousettes, je constate qu'un certain nombre garnousette, c'est effectivement l'expression du Nord. Hein. Bon, je veux dire, des histoires qui vous disent on peut à la fois baisser les impôts et augmenter les dépenses, ils vous mentent parce qu'ils augmentent le déficit et donc ils augmentent la dette. On avance. Donc il faut être responsable et j'aimerais que dans ce grand débat, désormais, il nous reste 3 semaines, nous parle aussi des baisses de dépenses. On avance, Gérald Darmanin. Est-ce que les Français qui parfois revêtissent un gilet jaune et qui vont manifester chaque samedi depuis 15 semaines sont les complices du pire, comme l'a dit Emmanuel Macron? Désormais, le président de la République a dit des choses qui ont la force de l'évidence. Désormais, qui ne voit pas que les manifestations qui se déroulent dans nos centres-villes ou à Paris sont des manifestations qui attaquent des policiers, qui attaquent des journalistes, qui s'en prennent au bien public. Il est évident que désormais les choses doivent s'arrêter et que si au début un certain nombre de manifestants, bien évidemment, souhaitaient simplement manifester lors des accords sur la taxe carbone ou de manière générale contre le pouvoir ou contre telle ou telle position que pouvait avoir l'État ou le gouvernement, aujourd'hui, au bout de 15 samedis, avec des violences inouïes, des actes antisémites extrêmement forts, des choses extrêmement choquantes. Et effectivement, l'évidence, c'est désormais qu'ils sont complices. Si on continue d'y aller, on est complices, on vous a entendu. Dites-moi, Decathlon, l'enseigne sportive Decathlon a renoncé à la commercialisation de son hijab pour la course à pied, alors que c'est totalement légal. Que pensez-vous de cet état de fait ? Bon, moi je constate que l'entreprise Decathlon a retiré, puisqu'ils l'ont annoncé hier, la vente de ce hijab, comme vous dites, sur le sol français, en tout cas dans ces magasins français. Est-ce que c'est légal ? Oui, c'est légal. Est-ce que ça me choque ? Oui, ça me choque. Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'ils aient renoncé ou qu'ils aient essayé de le vendre ? Qu'on fasse de l'argent surtout, comme disait le président du Sénat, je trouve que Gérard Larcher a eu la bonne formule. Moi, en 2012, j'essaie d'être extrêmement constant sur ce point. Pourtant, chacun connaît mes positions, je crois, assez fortes sur la question de la laïcité. J'avais interpellé Valérie Fourneron, qui était ministre des Sports, quand j'étais jeune député, sur le fait que, me semble-t-il, le sport comme l'école doit être un lieu où on ne doit pas regarder les distinctions religieuses. Mais attendez. Mais c'est une question qui n'est pas une question de légalité, évidemment. Si. Non, si c'est légal, c'est une qu'on a le droit de le faire. Alors, c'est une question politique. Si la pression de tel ou tel vous empêche de faire quelque chose qui est légal, c'est la liberté qui est mise en cause. En l'occurrence, la liberté de commerce. Oui, mais je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce. Oui, mais. Alors dans ce cas, il faut changer. Dans ce cas, Gérald Darmanin, il faut changer la loi sur la laïcité. D'ailleurs, vous y travaillez. Il appartient au Parlement. Moi, je n'y travaille pas puisque je suis ministre des Comptes publics. Il me semble que j'ai déjà assez de travail comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce, si c'est votre question. Bon, l'État hollandais s'est invité au sein du capital d'Air France pour atteindre un peu plus de 12%. Bruno Le Maire a exprimé hier une forme d'agacement de ne pas avoir été prévenu. Mais au fond, est-ce que finalement, on peut les comprendre, les Hollandais. La France pèse énormément sur toutes les décisions, encore récemment sur le choix de Ben Smith. Ils ont envie de rééquilibrer. Ben Smith, le nouveau président d'Air France KLM. Moi, j'ai entendu effectivement le constat que ni le conseil d'administration d'Air France KLM, ni le ministre de l'économie et des finances n'ont été prévenus. Bon, écoutez, il faut qu'on ait des bonnes relations avec nos amis des Pays-Bas. C'est une très grande entreprise qui a beaucoup de salariés, qui est très importante pour l'Europe, très importante pour ce que, dans la compétition internationale, nous devons garder comme grande entreprise européenne. Il faut surtout que les États se mêlent le moins possible de la marge d'une grande entreprise comme celle-ci. On a un nouveau patron, il y a une nouvelle transformation de cette belle entreprise. Je crois qu'il faut désormais laisser les gens d'Air France travailler. Sur l'assurance chômage, la réforme qui s'engage, qui doit être finie à l'été avec la publication de décrets, il y a l'idée de réduire, de diminuer les indemnités pour les salariés qui ont les plus hauts revenus. D'abord, c'est
quoi un salarié avec un haut revenu? Est-ce que vous avez déjà une idée d'un seuil? Le plafond, c'est 7 440 €. Il est 3 fois plus important qu'en Allemagne. Non, c'est le plafond d'indemnité, ça. Oui. Mais à partir de quand est-ce qu'on est un salarié qui gagne bien sa vie? Comme vous touchez en général 70% de votre salaire net, donc grosso modo, vous touchez 10 000 € par mois. À 10 000 € par mois, vous touchez en France 7 440 €. Mais ces salariés-là, lorsqu'ils tombent au chômage, ils ont beaucoup cotisé. Pendant des années, ils ont cotisé davantage que les autres. Est-ce qu'il y a une notion de justice ici? Vous aurez constaté que nous avons justement de la suite dans les idées, puisque nous avons supprimé des cotisations, ces salaires ont augmenté, vos salaires ont augmenté, et à la place, on a fait la CSG. C'est-à-dire on a remplacé l'impôt. Auparavant, il y avait de la cotisation. Donc c'est l'impôt de tous les Français, y compris des retraités, qui payent désormais en partie le chômage. Donc votre argument, en tout cas techniquement, ne compte plus. C'est pas un argument, c'est une question. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a des abus, parce que pendant 2 ans, on peut effectivement toucher 7 440 €, 3 fois plus qu'en Allemagne, alors que les cadres, dans leur très très grande majorité, n'ont pas de problème pour retrouver un travail. Donc je crois qu'effectivement, si ce qu'on appelle la permittence, les contrats courts, les entreprises doivent faire des efforts, les cadres aussi, me semble-t-il, doivent en faire. Il n'est pas tout à fait normal, à l'heure où il y a 9% de chômage, alors que plein de gens cherchent plein de cadres pour travailler, on a encore ce système. Donc je trouve que c'est une mesure courageuse. Vous voyez, on demandait où est-ce qu'on fait des économies. Ouais. Tout le monde est d'accord pour baisser les impôts, il faut aussi se mettre d'accord pour faire des économies. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, un dernier mot. Vous souhaitez être à nouveau maire de Tourcoing en 2020 ? Ce qui est formidable, c'est vraiment un running gag. Ça fait désormais 2 ans qu'on parle tous les jours de Tourcoing. Est-ce que je serai candidat, pas candidat? J'invite tous les journalistes qui me posent la question à venir habiter ma belle ville. Je répondrai d'abord aux habitants de Tourcoin et aux journalistes de La Voix du Nord en premier, si vous me le permettez. Donc c'est un plan média, mais sur le fond, vous avez le droit d'avoir une ambition au niveau de votre mairie, de votre ville. Vous pouvez l'exprimer. Dans un mois, dans un an, combien s'offrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Je vois pas pourquoi je serais plus rapide que Bérénice. Gérald Darmanin qui finit en poésie. Merci à vous.